Maintenant, je suis à la Châtre. Nous avons quitté la cour il y a presque 20 ans. Pendant tout ce temps, je n'ai plus jamais retouché à mes bandes. Je ne les ai jamais écoutées. Et puis, il y a quelque temps, devant les difficultés qui s'accumulaient, tout ce qui est continuellement lié à ce dessin dans lequel je descends, mais qui finit par me recouvrir comme une boue. Je sentais la nécessité de regarder au pas en arrière. Je n'aime pas regarder en arrière, mais je ressentais petit à petit le niveau remonter. Je me posais des questions, je me trouvais de plus en plus fréquemment en arrêt dans le dessin lui-même. J'étais littéralement couché sur ma feuille. Dans le passé, c'est toujours de cette façon que j'ai travaillé, comme si j'étais à la recherche d'une transfusion, de je ne sais quel besoin de faire passer vers moi, non pas pour le conserver, mais pour le faire ressortir, repartir. Comme si j'avais besoin que les choses rebondissent sur un mur intérieur qui, lentement, ne renvoyait plus les balles. Je recevais tout sans pouvoir me distancer, sans parvenir à retrouver ce calme que j'ai pu connaître pendant des années, pour le reperdre. Et quand on connaît des moments comme cela, très vite, en étant plus jeune, une certaine panique se prenait, s'élevait, me brûlait. Maintenant, ce n'est plus la panique. C'est de la peur plus contenue, plus reçue aussi. Mais dans ces moments-là, le dessin n'avance pas. Il y a un surplace, le temps qui se met à peser de façon beaucoup plus absolue, au point de me paralyser, de me faire n'avancer que de petite surface en petite surface, et comme s'il s'étirait, comme si le temps était un immense caoutchouc tendu sur un instrument, sans jamais trouver le ton juste, et particulièrement sans faire venir ce là qui est si nécessaire pour pouvoir avancer, parce que je sais maintenant que les questions sont tout à fait inutiles quand on dessine. Quand on pose le crayon, il y a l'arrêt, on regarde ce que l'on vient de faire, on est extrêmement vif, un peu cruel pour le crayon, pour le bonhomme qui le tenait, mais avec acharnement, on reprend là où on avait laissé, et ça avance, ça pousse, ça tire, ça se passe quelquefois plutôt mal que bien, mais
la feuille non pas se recouvre, mais elle se prête, elle se laisse recouvrir, toucher, caresser sans doute. Et le temps prend sa place. Le dessinateur qui est au-dessus du papier sait qu'il ne peut pas aller plus vite, qu'il ne doit pas aller plus lentement. Il doit un peu s'absenter de cette activité. Il y aurait alors là une des applications, on pourrait dire comme ça, d'un automatisme qui laisserait un des deux yeux conscient, regardant, fouillant, et l'autre tourné je ne sais vers quel intérieur, qui horrifie, mais qui laisse faire. C'est un peu comme si j'étais sous la surveillance de l'autre, et ça avance, ça se cogne, mais ça fait. C'est un peu l'inutilité sans mesure à laquelle on se heurte, mais ça a continué pendant un dessin, 2 dessins, 3 dessins. Ça avance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut bien en venir là. Je dessinais il y a encore quelques jours, je ne dessine plus. Non pas je ne dessine plus parce que je n'ai plus envie de dessiner. Je sais, ou du moins je crois, ou je veux me faire croire que j'ai toujours besoin de dessiner. J'ai encore ce plaisir à sortir mon papier, à passer mes mains dessus. Un besoin de m'approprier sa peau, de le lisser, de réduire les petits accidents, de supprimer les cloques qui ont pu, depuis le temps que la feuille était coincée entre les autres feuilles, se créer. Parce que le papier, c'est quelque chose qui est extrêmement vivant. Ça ne réagit pas seulement qu'à l'humidité et au sec, ça réagit, j'en suis convaincu, à ce qui l'entoure et à la présence de celui qui va venir le saisir, le mettre sur sa table, le regarder quelquefois longtemps avant de se décider à sauter dedans comme on sauterait dans de l'eau. Quelquefois, ça va extrêmement vite. La feuille est à peine sur la table, les crayons sont même pas très affûtés, que déjà ma main court, mon œil la suit, que je la laisse faire, que je regarde là où elle ne va pas, que je fais comme si je voulais la surprendre, comme si nous étions en train de, non pas de jouer, encore que pour moi le jeu ne soit pas un divertissement, un jeu que je ne veux pas dire tragique, mais que je sais si cassant, si coupant, que mettre ses mains sur le papier, de poser ses coudes sur la feuille, de plier ce buste sur la table, d'avoir les jambes en dessous et de les oublier, de n'être plus qu'un bras rattaché à une épaule avec 2 boules et qui vont dans tous les sens et regardent. Je ne me suis pas tellement observé. J'observe. Dans toute cette affaire, je compte
peu, plus exactement, je compte beaucoup sur moi, mais sans illusion. Je traverse depuis Lacou, mais j'y reviendrai, parce qu'avec Lacou, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de chercher dedans. Et tout à l'heure, en commençant, je disais, je ne regarde pas en arrière, je n'ai pas besoin de... C'est exact, je n'ai pas besoin... J'ai pas besoin de souvenirs. J'ai besoin, par contre, de voir, en regardant de temps en temps un dessin, en le sortant de son carton, je retrouve immédiatement ce qui avait, à l'époque, été, je dirais, vécu. Mon vécu me colle aux mains, tapisse ma tête, englue, mais ne me gêne pas. L'englument chez moi serait lié au temps dont j'ai appris, pas à me jouer, mais à jouer avec lui. Je disais aussi que c'est comme un énorme élastique qui serait tendu sur un instrument. Mais cet instrument-là, je voudrais qu'il sonne juste. Je voudrais qu'en posant mon crayon sur le papier, en appuyant beaucoup ou peu, en étirant, en suivant ce point qui fuit et tire un trait, je voudrais, par moments, pas toujours, on ne pourrait pas dessiner dans un état comme celui-là, mais particulièrement quand je commence un dessin ou quand l'ayant lâché pour aller manger ou pisser, ou le reprenant, je veux à nouveau que ce moment-là, court quelquefois, soit le départ de ce qu'il y a de plus vrai. J'ai vraiment besoin d'être dans du vrai en dessinant. Mais d'être vrai en dessinant, je ne peux pas dessiner sans avoir ma tête qui tourne, qui s'écarte du dessin, qui revient, que j'appuie sur l'autre main. J'abrite mes yeux en mettant ma main en visière, gêné par la lumière, gêné par la lumière de ce qui n'est pas la lampe qui éclaire, qui est la lumière qui ne peut pas être autre chose que la lumière du vrai. Alors comment faire avec ce que je vois très bien par moments, quand le dessin a une partie de fait, il n'y a pas une partie de vraiment vécu. Il y a une partie qui m'a échappé, qui est venue, non pas à mon insu, mais qui est venue, m'a traversé, a suivi peut-être une petite route nerveuse de derrière l'épaule, contournant le coude, le poignet, arrivant au bout, touchant les doigts, et le crayon, lui, sensible à ses impulsions, sans doute, qui passent, traduirait ce que je ne voudrais pas appeler tout le temps de l'angoisse. Ce serait plutôt que je suis inquiet. Oui, c'est plus simple, c'est plus à ma portée. Je suis inquiet. Les traits qui se sont enchevêtrés, car chez moi ils s'enchevêtrent très souvent, finissent par créer à la fois un état en moi et l'état propice au dessin pour qu'il vienne. Je veux dire que cette inquiétude
nourrirait le dessin par cette difficile prise que j'ai sur lui. Ce passage douloureux de mes envies de pousser plus loin, de m'élever au-dessus de ma feuille, de regarder sans plus rien voir, car plus les dessins sont devenus grands, plus le temps a demandé sa part, et plus les forces que j'ai dû fournir pour pouvoir permettre à ce dessin de, est-ce que je peux dire, de s'épanouir. Admettons, pour que la forme qui devait venir vienne, alors que la forme ne voulait pas venir, n'avait pas le désir de, la forme n'était pas. La forme n'était pas encore du dessin, la forme était, elle frôlait ce que le dessin pouvait apporter à la forme, me frôlait, me pénétrait et arrivait sur le papier. Dit comme ça, je ne suis pas sûr que je ne donne pas l'impression de pouvoir faire venir de n'importe quelle façon, non pas n'importe quoi, mais de pouvoir faire venir. Et c'est sans doute là que je bute, j'ai buté, et que je ne sais pas si j'ai pensé qu'il y aurait un jour, un plus tard, où tout serait vraiment plus simplement vécu, plus simplement transmis, où le simple bonheur de poser ses deux bras sur une belle surface de papier serait suffisant pour qu'un branchement quelque part s'établisse, que j'y participe, que je refasse de temps en temps des contacts, que je gratte un peu les plots pour que les étincelles se produisent là où elles doivent se produire, et que, arrivé là où je suis maintenant, j'ai 62 ans. Ça veut rien dire, mais j'ai 62 ans et presque 40 ans de dessin. 40 ans de dessin que, dès le commencement, j'ai pris sur le mode tragique, parce que, pour moi, rien ne pouvait être pris autrement. Ce n'était pas « j'ai trouvé ce mot et je vais m'accrocher à lui ». Il m'a collé à la peau comme une verrue, et chaque fois que j'y ai touché, ça a saigné, mais je n'ai pas pu l'extirper. Je n'ai pas envie de l'extirper. Je croyais que le dessin l'userait, comme quand j'étais enfant et que j'avais des verrues, et que j'étais inquiet de voir au bout de mes doigts ces petites boules durcir, devenir quelquefois un peu brunes, et que je grattais, et qu'à force de gratter, une petite perle de sang venait. Je courais vers l'un de mes parents et je disais « ça coule ». Ça coulait. Le tragique, ce serait « ça coule sans avoir gratté ». Ce serait « je ne peux pas faire de dessin, je ne peux pas faire couler sans que j'aie ce sentiment de l'impossible drame à subir, et qui fait qu'autour de moi, il y a une flaque, enfin, pas une flaque, il y a une marque humide
qui fait dire à Cécile, tu ne devrais pas voir ou penser ou trop te poser de questions. Elle a raison. Je ne demanderai pas mieux. Mais quand le dessin brusquement se retire, c'est à chaque fois pour moi le départ définitif. C'est la plaie qui s'ouvre et qui coule et qui me fait, moi, courir à une sorte de pharmacie secrète que j'aurai et dans laquelle je plongerai mes mains, non pas pour chercher ce qui arrêterait, ce qui penserait, ce qui ligaturerait, mais je plonge mes deux mains dans de multiples boîtes dont toutes ne sont pas faites pour arrêter, et qu'en tout cas, cette colère qui monte brusquement en moi, quand je retire mes mains de ma pharmacie secrète, et que je vois bien que ça continue à couler, que je reviens vers la table, que je reprends la pose, que je pose mes deux coudes, puis mes deux mains, et puis qu'il y a une des deux mains, la main droite, qui avance tout doucement vers un crayon que je pince, que je réappuie sur le papier, quelquefois là où un trait avait été interrompu, mais ma main ne peut plus avancer. Ma main est là, je la vois. Voir ma main m'empêche de dessiner. Dans ces moments-là, dans les autres moments, voir ma main me fait l'examiner tout doucement, me fait jouer avec le temps, et ne plus le sentir est à ce moment-là devenu nécessaire. C'est devenu le temps du dessin. Mais cette colère que j'ai, ces colères que, les unes après les autres, je sens monter en moi, dont je sais, ce n'est plus de mon âge. Je n'ai plus 25 ans, je n'ai plus 40 ans, 50 ans, même 60 ans. J'ai dépassé tout ça. Je suis un plus loin. Je vais vers quelque chose qui ressemble vraiment à un mur. Pour pouvoir l'atteindre, je ne devrais plus être comme ça, coléreux, sentir brusquement le sang monter non seulement à ma tête, mais dans mes épaules, arriver dans mes doigts. Il m'arrive même de croire que j'ai la main qui devient toute rouge, que mon crayon noir se met à tracer du rouge. C'est une transfusion ratée. C'est un passage au milieu duquel je vais rester suspendu et dont j'ai tellement peur de lâcher prise et de tomber. C'est peut-être pour ça que j'ai ressorti la boîte noire, j'ai refait des achats de bandes. J'ai eu un peu l'erreur de vouloir prendre depuis quelque temps des notes, mais ces notes-là sont passées dans le panier. Je les ai lues il y a quelque temps et je me suis trouvé absurde. C'est comme si j'avais pris des croquis et que ces croquis auraient dû me servir à moi. Non, je ne suis pas un homme à faire des croquis. Il y a très très longtemps, quand j'étais à Marseille, j'ai essayé de prendre des croquis. J'ai même essayé d'aller dans un atelier, de suivre comme les autres le dur chemin du labeur. C'est pas pour moi. Non, je dois acheter du papier, 50 feuilles, venir chez moi, les étaler une ou deux, les unes à côté des autres, prendre des crayons, affûter tout ça, me jeter là-dedans, que l'eau soit froide, brûlante, que moi j'ai mal ou pas mal. Je dois descendre et puis nager. J'ai toujours nagé. Nager dans la colère, mais c'est couler. Je vais couler.
ce n'est plus de la verrue, c'est moi qui serais devenu une verrue. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Et pourtant, j'ai travaillé. J'ai dessiné, j'ai peut-être laissé le dessin entrer complètement. C'est-à-dire que je suis devenu une forme. C'est-à-dire que je crois être devenu une forme. Chaque fois que quelque chose vient, je me dis après, quand la colère arrive, j'ai fait venir de la colère formée. Et la colère formée, ça n'a rien à voir avec le dessin. Je ne dois pas laisser le dessin là où il est, alors qu'il avance, me lever, prendre ma veste, sortir. Je faisais ça à la coup. Mais à la coup, je croyais, l'ayant quitté, que j'allais laisser là-haut, dans les montagnes, cette partie si gênante, qui a toujours fait comme une adhérence. Au plus loin que je puisse remonter, je sais que ces brusques moments d'extrême violence m'auraient fait faire quelque chose d'énorme, d'irréparable à commettre ce que l'on ne peut pas oublier. Et quand nous sommes partis de la cour, les conditions du départ, sans doute, avaient joué beaucoup, mais je m'étais fait une promesse qui était que lorsque la colère reviendrait, je tirerais quelque part en moi une sonnette et je bloquerais. Je me dirais, à quoi ça te sert? Et cette promesse-là a été très opérante pendant longtemps, et il y a encore peu de temps, je me disais, pourquoi ça? Dessiner, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toujours ça. C'est te mettre à ta table et ouvrir, s'ouvrir, recevoir, espérer, après avoir reçu, faire passer. Rien de ce qui est des tremblements et des événements liés au caractère, à cette saleté dite de tempérament, rien ne doit venir interférer. Rien. Être dessinateur ou être quelque chose comme ça, c'est avant tout avoir pu faire en soi la part de vide si nécessaire et sans laquelle rien ne peut. C'est-à-dire, mais j'y étais arrivé, et j'y arrive encore, que ce qui doit compter seul dans ces moments-là, c'est ce qui est fait, c'est ce qui passe. Et ce n'est pas que je me pose à l'infini multiples questions qui tombent comme des jeux de cartes. Non, c'est que brusquement, l'inutilité de ce que j'ai mis en route et de ce qui se trouve là, avancé, très avancé, presque fini, m'apparaît vide et inutile. C'est ce que je trouve dangereux et qui me paralyse.
Or, je ne veux pas être paralysé. Je n'ai jamais été paralysé. Et je dois tout tenter pour que cette paralysie ne me gagne pas. J'ai tout à fait clairement perçu que quand cet orage-là tombe, éclate, je dirais c'est la bêtise, c'est la bête. C'est la bête en moi qui s'exprime. Et cette bête-là ne devrait plus s'exprimer. Qu'elle s'exprime quand je casse du bois, quand je retourne la terre. Oui. Mais que je la laisse, peut-être par trop de faiblesse, passer dans mon dessin, c'est l'inutile qui est arrivé. Et ce qui est venu avec, c'est que, dessinant, et j'ai cru, à ce que je vais dire maintenant, j'ai cru que ces grands moments d'absence, pour ne pas dire cette totale absence, liée au dessin, depuis des années, je n'avais pas ça à la coup. J'avais des cassures, j'avais des colères. J'avais des moments où tout m'apparaissait vain, mais qui n'a pas connu ça? Et je remettais ça, et ça se réaccrochait. C'est peut-être des cassures différentes qui ont usé quelque chose et que mon acharnement à vouloir entretenir les plots, comme je le fais, n'est plus très utile parce que je ne suis plus... je n'ai plus les moyens, à force d'avoir gratté les plots, si je continue à les gratter encore comme je l'ai fait, j'use le métal et j'ai beau tendre les ressorts, il y a de moins en moins de métal et de moins en moins de surface mordante, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a non pas un mauvais contact, mais il y a un contact imparfait. Et c'est là que se glisse sûrement, par l'absence, le contact mal fait, c'est sans doute la place donnée à l'absence. Dans cette absence, la possibilité de trouver inutile ce qui se trouve en chantier, en travail. Et qui m'empêche, et c'est seulement ce que je veux dire, j'aurais peut-être tourné un peu longtemps, mais ce qui m'empêche de trouver modérément le nécessaire désir, pétri un peu de plaisir, de continuer et d'atteindre le bout. Eh bien, ce désir et ce plaisir m'ont quitté. Je dois retrouver. Je dois me battre contre ça. J'ai cru, je disais, que l'absence était le nécessaire et inévitable déroulement et chemin dans lequel un artiste, non pas tombe, mais dans lequel il entre. C'est-à-dire que il me semblait inévitable que ne voulant faire qu'en ayant la conviction de ne pas mentir, cette tension de plus en plus grande
ne pouvant pas la supporter sans casse, l'absence prenait le relais, grippait un peu les contacts, mais maintenait le passage et que la centrale continuait à envoyer son courant. C'est une mauvaise chose et une mauvaise image, mais c'est ce que j'ai cru. Erreur, à force de me balancer dans ce vide, de m'être dit, si je ne m'étais pas dit, ça aurait été certainement différent. Mais de m'être dit, c'est-à-dire d'avoir vu, d'avoir touché, d'avoir senti que je me trouvais suspendu au-dessus de ça, me figeait. Or, je ne veux pas continuer dans cette, je dirais, dans cette voie-là, enfin, qui n'est pas une voie, qui est tout simplement un trou entre deux rochers. J'étais sur un rocher, je ne suis pas passé de l'autre côté en enjambant. Et j'ai eu de la chance, il y avait sans doute quelque chose qui me retenait, une branche peut-être. Et je ne suis pas tombé. Et pour ne pas tomber, j'ai ressorti mes bandes et je vais péniblement essayer d'y voir clair. Cécile a raison. Elle me parle, elle le voit se débattre l'homme avec qui elle vit. Elle ne fait pas passer son désir et son immense besoin de vie plus calme avant cette tragédie, mais lorsque elle monte dans mon atelier, puisque maintenant je suis à nouveau en haut d'une maison. À la cour, mon atelier était sous le toit, dans le grenier. Entre ici, la Châtre, et la cour, il y a eu le Cousin, pas très loin d'ici, à une vingtaine de kilomètres. Elle a eu de multiples exemples, ce ne sont pas des exemples, mais enfin, elle a eu de multiples moments à traverser avec moi. J'en ai eu à traverser avec elle. Nous ne fonctionnons pas de la même façon. Elle a, je dirais, non pas naturellement, mais d'abord parce qu'elle est artiste, mais aussi parce qu'elle a eu à traverser la tragédie imposée par les autres, à connaître aussi de véritables moments de cassure où le bond qu'elle devait faire entre la falaise sur laquelle elle se trouvait et qui était menaçante et la falaise vers laquelle elle tendait et qu'elle aspirait d'atteindre, un énorme saut à faire. Et elle a eu... Il y a des façons et des façons. Chacun a les siennes. Et elles ne sont pas toujours les meilleures. Elle a eu à affronter ce qu'ensemble nous appelons le désintérêt. Quand elle monte ici, au premier étage de cette maison, venant de son atelier qui est au rez-de-chaussée, qu'elle arrive dans ma pièce. J'ai maintenant 2 pièces.
toujours eu 2 pièces. Enfin, depuis que nous sommes ensemble et que nous vivons à l'écart. J'ai 2 pièces. Une petite pièce au-dessus de la sienne, dans laquelle jusqu'ici je n'ai pu que me tenir. L'autre pièce qui donne sur la rue, qui est toute prête, dans laquelle je me trouve maintenant. C'est la pièce que j'ambitionne d'atteindre. Elle est, elle aussi, séparée de l'autre petite pièce par un trou, par un vide. Et je le franchis pour aller chercher du papier, puisque c'est là que j'entrepose mes papiers. Mais je n'y suis jamais encore resté autant que maintenant. Quand arrive dans l'autre petite pièce, elle sent tout de suite. Elle entre, je suis sur mon dessin, penché. Et quand je ne suis pas bien, je sais. Elle me l'a dit, mais sans me le dire, je sais comment je suis. Je ne relève pas la tête, je reste vautré sur la table, et j'attends sa première parole. Et c'est non pas étonnant, mais elle monte. Je ne l'entends pas monter. J'entends quand elle ouvre la première porte du couloir. Je sais donc que Cécile s'approche et que si elle est montée, c'est évidemment pour venir me voir. Elle ouvre ma porte, elle entre dans ma pièce et elle reste là. Si je ne relève pas la tête, elle sent. Mais elle avait senti avant. Et elle lance sa question. Elle ne dit pas « ça va », elle dit « ça ne va pas ». Quelquefois, voilà le tempérament et le caractère. Quelquefois, je ne suis ni bien ni mal, je faisais. Je regardais ou je ne regardais pas, j'avançais à l'aveuglette, tout doucement, peut-être qu'une minute avant ou une demi-heure avant, je n'étais pas bien. J'avais envie de déchirer ce dessin. J'avais envie de ranger les crayons. J'avais envie de prendre ma veste et de sortir. Si, et ça je l'ai observé, elle était entrée en disant « Je suis venu pour te demander ou te proposer, veux-tu qu'on aille faire un tour ? Oh, comme ça a l'air d'avancer ton travail. Oh, ça me plaît. Oh là là, entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as progressé. Mais regarde-moi ça, tu as vu cette forme-là? Tu l'as vue ?» Si elle avait dit ça, quelquefois elle le disait, mais mon tempérament, cette tension que j'entraîne, en fait, je diffuse tout le temps ça. Non, je ne diffuse pas tout le temps ça. Je diffuse par moments ça. Elle arrive et elle est gelée, ses contacts, elle aussi, elle les sent. Ils ne font plus passer ce qu'elle était venue chercher et ce qu'elle voulait y apporter. Elle entre directement dans mon vide. Et au lieu de me dire on va aller faire un tour, ou bien descends, j'ai besoin de te demander quelque chose avec la gravure que je fais, c'est difficile à un endroit et je ne suis pas sûr d'être bien parvenu à sortir tel ou tel passage. Viens, descends, je t'en prie. Peut-être que je me lèverai et que je viendrai. Mais elle sent tout de suite, ça crépite quelque peu. Elle pose son silence. À ce moment-là, je relève la tête, je la regarde. Je sais que je la regarde mal. Je sais que je porte mon masque
qui me dégoûte. Je ne peux pas l'accueillir, je ne peux pas lui dire ah, tu as bien fait de monter, viens. Il m'arrive de dire tu as bien fait de monter, viens, j'étais pas dans mon assiette. Ah, quelle bonne idée, tiens. Et c'est moi qui dis si on allait faire un tour, ah, c'est gagné. Mais de voir qu'elle est dans le noir immédiat, au fond qu'elle me rejoint sur le terrain qu'elle n'aime pas. Ce n'est même pas qu'elle n'aime pas, sur le terrain qu'elle redoute pour moi, qu'elle redoute aussi, car il va y avoir un retour, et ce qu'elle redoutait pour moi, elle va se mettre à le redouter pour elle. Je lâche mes flammes et je lui dis, ça ne va pas, j'avais pas envie d'être dérangé, il valait mieux me laisser tout seul. Si elle ne part pas tout de suite, si elle ne dit pas, bon, je descends, je voulais te demander quelque chose, mais je reviendrai tout à l'heure. Si elle reste là, comme un arbre mort, prêt à craquer, tout de suite ses yeux deviennent lourds. Je retrouve ce que j'ai connu chez elle le jour où je l'ai rencontrée.